7h49 à Paris, c'est l'heure tout de suite du journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Le journal de l'économie présenté ce matin par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. L'Élysée entend écrire un nouveau chapitre de son quinquennat, un an jour pour jour après son élection. François Hollande réunit ce matin son gouvernement en séminaire. Oui, l'occasion sans doute de dresser le premier bilan de sa politique économique. Et autant le dire tout de suite, le contexte est sombre avec une croissance en berne. En 2013, le pays devrait connaître sa deuxième année de croissance nulle, très légèrement positive pour le gouvernement, légèrement négative pour la Commission européenne. En fait, ce sont surtout les prévisions à venir qui font débat. Elles sont jugées trop optimistes pour Bruxelles. Le chômage, lui, poursuit inexorablement sa progression. En mars, il a dépassé son record de 1997 avec 3,22 millions de demandeurs d'emploi. Pour autant, François Hollande maintient sa promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. Alors, ces armes, on les connaît, le crédit d'impôt compétitivité ou encore les contrats aidés et le contrat de flexibilité signé par la majorité des syndicats et le patronat au mois de janvier. Le problème, c'est que toutes ces mesures n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves. Une éclaircie tout de même, Karina, dans ce tableau bien sombre. L'Europe vient d'accorder à la France un sursis de 2 ans pour tenir ses objectifs de réduction de déficit public. Oui, selon Bruxelles, le déficit public de la France atteindra cette année 3,9% de la richesse nationale pour se creuser l'an prochain et finalement se rétablir en 2015. Alors 2 ans de plus pour atteindre ces 3%, mais cela n'est pas gratuit. En échange de cette bouffée d'oxygène, Bruxelles exige davantage de réformes structurelles de la part de Paris, notamment sur le marché du travail qui doit encore réduire ses coûts, le système de retraite ou encore l'ouverture à la concurrence de certains secteurs économiques. En clair, la France n'en a pas fini avec l'austérité ni avec les réformes structurelles. En fait, la vraie bouffée d'oxygène ou la vraie éclaircie, elle vient du côté des coûts d'emprunt de l'État. Il n'a jamais été aussi facile et aussi bon marché d'emprunter pour la France sur les marchés. Preuve peut-être que la confiance est toujours là. Preuve, Karina, qu'il n'y a pas de petites économies. C'est évidemment très symbolique, mais ça compte. La Première Dame coupe, elle aussi, dans ses dépenses. Oui, c'est ce qu'affirme Matignon, interrogé par un député UMP. Le coût mensuel pour l'État des collaborateurs de Valérie Trierweiler est moins élevé que le dispositif qui entourait en janvier 2012 Carla Bruni-Sarkozy. La Première Dame actuelle dispose de 5 collaborateurs pour un montant d'un peu plus de 20 000 euros par mois. Carla Bruni disposait, elle, de 8 collaborateurs et faisait appel à 2 prestataires pour gérer un site internet, soit une dépense mensuelle de plus de 62 000 euros. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en France, la Première Dame n'a pas de statut juridique. L'épouse ou la compagne du chef de l'État n'a donc aucune existence juridiquement parlant. On va rester en France. L'État pourrait se désengager de certaines entreprises publiques. C'est en substance l'un des messages forts de Jean-Marc Ayrault lors de son interview télévisée hier soir. Alors il s'agit pour le Premier ministre non pas de renflouer les caisses de l'État, mais d'investir dans l'économie. Quelles entreprises sont concernées et quels secteurs visés? Les éléments de réponse d'Axel May. L'État va-t-il vendre ses bijoux de famille? Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a laissé entendre ce week-end tout en posant des conditions. Nous envisageons que dans un certain nombre d'entreprises publiques où le taux de participation de l'État en tant qu'actionnaire est très important, que nous puissions dégager une partie pour financer, mais de l'investissement, pas pour boucher les trous du budget. En clair, le gouvernement veut disposer d'argent frais pour relancer l'économie, pas pour réduire le déficit. Alors quelles sont les entreprises où l'État dispose de participations importantes? Cela va d'une présence minoritaire au sein du constructeur automobile Renault et chez l'opérateur de téléphonie historique France Télécom à des participations majoritaires dans les groupes d'énergie Areva et EDF, montant total de ces participations environ 60 milliards d'euros. Très récemment, l'État a enclenché la vente de 3% de l'équipementier aéronautique Safran et de 2% du groupe d'aérospatiale et de défense EADS. Début avril, dans une interview à la presse anglo-saxonne, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait évoqué la cession possible de parts dans GDF Suez et dans EDF. Selon certains experts, vendre une partie de l'électricien historique apparaît comme le meilleur choix. La part de l'État y atteint 24 milliards d'euros. Une somme à comparer avec les 20 milliards nécessaires pour couvrir l'ensemble du territoire avec l'Internet à très haut débit, un investissement dans le numérique jugé prioritaire par Jean-Marc Ayrault lors de son intervention télévisée.
Voilà donc pour cette dernière annonce du Premier ministre français. Et pourtant, vendre des parts d'entreprises dont l'État est actionnaire n'est pas toujours simple. On l'a vu encore la semaine dernière avec la plateforme de vidéo Dailymotion. Oui, le ministre du redressement productif a fait capoter son rachat par l'américain Yahoo. Alors, Dailymotion appartient à France Télécom, dont 27% appartient à l'État français. Il cherche un nouveau partenaire capable de financer son développement international. Eh bien, cette vente avortée pourrait faire des heureux en France, ce qui n'est pas sans déplaire à Arnaud Montebourg sans doute. À en croire le site internet OneSquare, la plateforme aurait reçu de nombreuses marques d'intérêt, notamment du groupe Vivendi ou du groupe Le Monde. Les deux intéressés se sont refusés à faire tout commentaire. Un mot de son concurrent YouTube qui doit annoncer cette semaine son offre de chaîne payante. Oui, encore le Financial Times, une cinquantaine de chaînes de films de cinéma ou de séries télévisées seront bientôt disponibles sur abonnement à un tarif d'1,99$ par mois. YouTube souhaite ainsi compléter son offre jusqu'alors dominée par des vidéos amateurs par une offre payante de vidéos professionnelles. L'idée est de pouvoir concurrencer des services payants de vidéos à la demande tels que Netflix. Moi, je t'en ai au marché maintenant. Ça donne quoi ce matin, Karina? Ça donne principalement du vert en Asie, avec une place de Shanghai et de Hong Kong qui évolue en hausse de plus de 1%. Le Kospi, lui, est repassé dans le rouge, moins 0,15%. Wall Street a fini en beauté ce vendredi. Le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records historiques dopés par les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. On prend à présent la direction de l'Afrique du Sud. Au crépuscule de sa vie, l'héritage de Nelson Mandela divise ses héritiers. Outre le symbole, son nom est devenu une marque commerciale très lucrative et qui déchire des membres de sa famille et ses proches. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Le premier président noir d'Afrique du Sud est devenu une marque internationale. Une marque qui fait vendre des souvenirs bon marché et même du vin. La fille et la petite fille de Nelson Mandela ont lancé leur affaire il y a 3 ans, jusqu'à 33 € la bouteille qui porte le célèbre patronyme. Mon grand-père nous a fait un beau cadeau et nous nous sentons honorés de pouvoir transmettre son héritage. Et nous le faisons à travers le vin. Nous pensons que c'est un beau projet, un projet honorable, et nous n'avons pas honte d'utiliser notre nom de cette façon. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce qui nous a été donné. La fondation Nelson Mandela est chargée de protéger son nom. Mais cela n'empêche pas les utilisations de son patronyme, de son numéro de prisonnier ou d'images de lui. À mon avis, si la Fondation avait bien fait son travail, ces domaines auraient déjà été enregistrés et il aurait été décidé que ces domaines étaient inaccessibles aux membres de la famille. Alors que là, on assiste à une prolifération de business qui montre que la Fondation n'a peut-être pas été assez agressive et qu'elle a adopté une approche trop coulante. 2 autres filles de Nelson Mandela sont d'ailleurs en guerre ouverte avec son avocat et ami George Bizos pour récupérer une partie de son patrimoine financier. En fait, l'attractivité de la marque Mandela est aujourd'hui aussi forte que l'homme est devenu fragile. Ouais, merci beaucoup, Karina. Voilà ce qu'il fallait retenir ce matin de l'actualité économique. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Et c'est la fin du journal de l'économie, la fin également de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants un tout nouveau journal avec Hélène Drouet aux commandes. À tout de suite.